Donc, on m'a demandé d'adresser un aspect de la problématique de la lex specialis, c'est-à-dire les régimes autonomes ou self-contained regimes, qu'on a aussi appelé des régimes suffisants à eux-mêmes. Et cette dernière terminologie nous revient du jugement de la Cour permanente dans l'affaire Wimbledon, où elle dessinait le régime particulier applicable au canal de Kiel du traité de Versailles. Aujourd'hui, cette étymologie n'importe plus tellement, on entend tout simplement une forme particulièrement développée de lex specialis, c'est-à-dire un sous-système de droit international qui est équipé d'un jeu complet ou quasi complet de règles secondaires. La notion de self-containment est un peu un fantasme conceptuel, je dirais. En réalité, l'existence de véritables régimes autonomes est douteuse. Un degré de dépendance de l'ordre juridique international restera suite à la construction juridique du régime en question, moyennant des traités internationaux. Je suis trop long encore? Au mieux? Ok. Donc, je parlerai alors plutôt de régimes particuliers qui peuvent, bien entendu, on le sait tous, atteindre un important degré d'autonomie. Et je tente d'évoquer deux questions, ou traiter deux questions. La question un peu plus simple du rapport entre un régime particulier et le droit international général, et la question nettement plus complexe des rapports de ces systèmes particuliers entre eux. Donc, à la base, le principe est simple, et on en a déjà discuté beaucoup. Ce qui est général cède à ce qui est spécial. L'application du principe présuppose néanmoins que le régime contenant la règle spéciale et la règle générale font partie du même système plus global. Une règle ne peut pas être contrainte de céder à un aliud. Et bien sûr, on le sait tous, le degré d'unité de l'ordre juridique international est contesté. Il est évident que le droit international constitue un type d'ordre juridique grâce à ses caractéristiques de système, et on a déjà évoqué le nom de Norberto Bobbio à cet égard, qui a soutenu que ce qui importe, c'est un ensemble de règles de second degré pour la conservation ou bien la transformation des règles du premier degré. Et même si le droit international peut sembler rudimentaire par rapport à ce qui est connu dans les ordres juridiques nationaux, internes, il est néanmoins impossible de nier l'existence de ces règles pour l'administration des règles de ce premier degré dont Bobbio parle. Nous pouvons aussi regarder ce que la Commission du droit international a prononcé sur ce sujet. Martti Koskiniemi, par exemple, notamment dans un rapport préparatoire à la Commission, a mis l'emphase sur l'importance des règles secondaires, puisque c'est justement ces règles-là qui permettent de voir un rapport systémique entre deux ou plusieurs règles et qui permet à la profession juridique, la legal profession, d'articuler et de donner une forme et une direction au droit. Il est une toute autre question de savoir si cet ordre juridique possède une construction ordonnée qui permettrait de mettre toutes ces normes en rapport. Conceptuellement parlant, il y a trois types d'approches à cette question. L'unité de l'ordre juridique en tant que condition de validité de normes, l'approche la plus ambitieuse si on veut. L'unité en tant que résultat d'une obligation possédant la qualité de droit positif d'atteindre un ordre juridique sans contradiction. Et troisièmement, l'approche la moins contraignante, l'unité en tant que postulat normatif. Même si nous constatons l'existence de contradictions au sein de l'ordre juridique, la méthode ou la pensée juridique nous oblige de travailler avec une sorte de fiction d'unité. Au niveau théorique, et sans pouvoir approfondir cette discussion ici, au niveau théorique, seulement la dernière option est tenable. La cohérence de l'ordre juridique international n'est pas une condition nécessaire de l'existence du droit entre nations.
Elle est une qualité du droit international qui peut être atteinte lors de l'opération du système. Et entre parenthèses, il est possible de lire le rapport du groupe d'études de la CDI précisément dans ce sens-là. Le droit international donc, est représenté comme finalement le résultat d'argumentation juridique et toute organisation du système se crée ad hoc dans une pratique de raisonnement dans laquelle le juriste agit en tant qu'agent qui poursuit un projet de cohérence de normes et de valeurs au sein du système international. Avec ce petit exposé théorique, si on accepte la possibilité jusqu'à un degré d'unité de l'ordre juridique international ambitieuse, comme celle, par exemple, de Pierre-Marie Dupuy, ou beaucoup plus relativisée, comme celle de la Commission du droit international, le droit international général joue un rôle important structurant. La CDI fait référence à ce corpus de droit international général en tant que comme constituant l'environnement nécessaire ou le cadre, le framework dans lequel s'insère tout régime spécial. Depuis parle de la forme la plus importante d'expression de l'égalité commune. En tout cas, l'application de la maxime lex specialis est alors peu contestée comme principe structurant les rapports entre le droit international général d'un côté et les régimes particuliers. Donc, le défi n'est pas tellement sur le plan conceptuel à ce niveau-là, il est dans l'interprétation des règles du régime particulier, jusqu'où va son autonomie, quels aspects du droit international général sont par conséquent exclus. Et j'ai préparé quelques exemples à cet égard, mais je pense qu'on en a déjà entendu d'autres dans l'introduction. Donc je passerai plutôt à la deuxième partie de mon exposé. Juste peut-être à ce moment, il convient peut-être de mettre une petite note en bas de page à notre rapport général qui suggère, je pense à juste titre, plusieurs flottements qui se trouvent à l'intérieur de la pratique, si on veut, de la lex specialis, et notamment au niveau des justifications qui peuvent se présenter pour donner la préférence à la règle la plus spéciale. Je pense à cet égard, on pourrait peut-être ajouter un critère qui qualifierait ou relativiserait un tout petit peu cette conclusion, c'est-à-dire qu'on doit être un peu plus sensible peut-être au rôle de l'interprète. Il est tout à fait envisageable qu'un interprète qui siège en tant qu'arbitre, en tant que juge, se sert de la justification volontariste, qui sera assez logique pour lui, qui est justement autorisé et finalement qui a le devoir d'appliquer les traités en question. Il pourrait trouver ça utile de se servir de la justification utilitariste pour justifier pourquoi certaines règles sont particulièrement adéquates pour un champ d'application thématique, mais je vois beaucoup moins bien un juge défendre une vision pluraliste de la société internationale dans son jugement. Donc je pense d'une certaine façon l'incertitude se réduit un tout petit peu si on est dans un contexte particulier et selon le rôle de l'interprète. Mais ceci étant dit, sur le principe de base, le défi de l'interprétation, je suis tout à fait d'accord et c'est aussi une de mes conclusions. Malgré ces difficultés d'interprétation donc, qui peuvent se poser, nous pouvons affirmer sans trop d'hésitation l'applicabilité de la maxime dans les rapports entre des régimes particuliers et le droit international général. Une autre conclusion s'impose pourtant si l'on regarde les rapports des régimes particuliers entre eux. En effet, ni la maxime lex posterior, ni la maxime lex specialis n'est prédestinée à s'appliquer dans les rapports entre régimes spéciaux relatifs à des sujets différents. Et la jurisprudence de l'OMC est intéressante à cet égard. Les communautés européennes, à l'époque, se sont défendues dans l'affaire OGM contre une plainte des États-Unis, du Canada et de l'Argentine, en réclamant que ces derniers n'avaient pas pris en compte la lex specialis
relative au règlement des OGM, le protocole de Cartagena. Les États-Unis, dans l'affaire Shrimp, a présenté essentiellement le même argument. Ils ont revendiqué l'application de CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, en précisant que ce régime représentait une dérogation de la GETAC. Dans les deux affaires, ni le panel ni l'organe d'appel a suivi cette argumentation. Je propose que les deux maximes ou deux adages, l'ex posterio et l'ex specialis, s'appliquent seulement lorsque deux traités portent sur la même matière. Et pour le principe de l'ex posterio, cette condition est bien sûr stipulée dans l'article 30 de la Convention de Vienne. Pour le principe de l'ex specialis, la condition de la même matière est reconnue dans la doctrine. Et la signification de la portée et la portée de la phrase « la même matière », « the same subject matter », sont contestées. Mais en bref, ma position serait que deux traités poursuivent ou portent sur la même matière seulement s'ils poursuivent le même objectif de politique. Si plusieurs traités poursuivent le même objectif, il est raisonnable de présumer qu'un État n'a pas pu vouloir une chose et son contraire. Alors l'expression la plus récente ou la plus spécifique de la volonté de l'État doit prévaloir, si on veut se servir de la justification volontariste. Par contre, on ne peut pas présumer qu'un État aurait voulu subordonner un objectif de politique à un autre, simplement puisqu'un des traités en question est plus détaillé, ou plus précis, ou a emporté plus de ratifications qu'un autre. Ce genre de situation, quand deux traités poursuivant des objectifs divergents sont en conflit, ressemble beaucoup plus à un conflit entre ordres juridiques qu'à un conflit interne au sein d'un seul ordre juridique. Et aucun mécanisme hiérarchiquement supérieur n'est disponible pour adjuger ce type de conflit. Donc, comme au droit international privé, finalement, nous devons alors nous contenter de développer des stratégies de coordination horizontale. Et c'est également en théorie de droit international privé que l'on trouve le fondement théorique d'une telle coordination horizontale entre régimes. En fait, en 1924, Antoine Pillet observa qu'une résolution de conflit de loi implique toujours un sacrifice d'autorité juridique d'un des ordres juridiques concernés. Et le but de la coordination entre ordres juridiques serait alors de s'assurer que, dans chaque cas, ce sacrifice doit être dirigé de façon à faire perdre à la loi la moindre part possible de son autorité. Passons directement alors, sur base de ce petit exposé théorique, à la théorie qui semble la plus prometteuse afin de structurer les rapports entre régimes particuliers. Et je propose de discuter le principe de comparative impairment ou de l'affaiblissement comparatif. L'auteur de cette approche était le théoricien américain William Baxter, qui a formulé le contenu du principe comme suit. Petite citation, je vous dois un peu de patience pour ça. The principle is to subordinate in the particular case the external objective of the state whose internal objective will be least impaired in general scope and impact by subordination in cases like the one at hand. Le principe est donc de subordonner l'ordre juridique dont les objectifs de politique seraient comparativement moins affaiblis, moins atteints. Dans le contexte de son analyse, l'interprète doit présumer de manière kantienne que sa décision deviendra une pratique universelle dans des cas comparables. Donc il est impossible de décortiquer ici tous les points forts et faibles de cette approche, mais permettez-moi juste de souligner 3 points importants qui font du principe, ce principe de comparative impairment, un candidat prometteur pour l'allocation d'autorité juridique entre régimes particuliers. Premièrement,
l'approche se contente d'une coordination horizontale. Il ne présuppose donc nullement l'existence de normes ou de valeurs suprêmes. Deuxièmement, l'approche évite les pièges des approches ouvertement politiques. On va voir si c'est un piège ou pas. J'imagine que ça pourrait être un point de discussion. Des approches ouvertement politiques, comme on les connaît dans le Better Rules Test ou bien le Government Interest Analysis du droit international privé américain, qui autorise le juriste de se laisser guider par son propre jugement de ce qui serait le mieux pour la société. En mettant l'emphase sur le degré de potentiel affaiblissement de l'autorité de chaque régime, l'approche reste fidèle finalement au jugement intrinsèque au traité en question. Et troisièmement et finalement, l'approche requiert une perspective systémique. Ce qui importe n'est pas ce qui est le mieux pour les parties dans un cas particulier, mais les intérêts du système international. Il serait naïf de suggérer que le principe de comparative impairment serait une sorte de panacée qui nous permettrait d'adjuger aisément les conflits entre régimes. Néanmoins, le principe me semble plus en phase avec la structure largement horizontale du système international que la maxime lex specialis, qui, quant à elle, devrait être réservée pour de simples conflits de normes n'impliquant pas de conflits de valeurs ou d'objectifs de politique. J'ajouterai peut-être à ceci que c'est peut-être justement aussi à travers ce principe d'affaiblissement comparatif et l'argumentation qui requiert de la part de l'interprète quant aux potentielles pertes d'autorité de chaque régime que des considérations politiques peuvent rentrer dans le jeu et finalement être déclarées par l'interprète au lieu de se déguiser derrière une adage ou une maxime qui semble formelle et quasi automatique. Merci beaucoup.